finalement, l'argument le plus important pour nous, c'était de se dire, bon, si on achète une ferme, on sait que cette ferme-là, il y a 60 ans, surtout une ferme, nous la nôtre, elle a 200 ans, donc on sait que pendant 150 ans, elle était autonome. Donc il y a un certain nombre de choses qui seront déjà en place, qu'on n'aura pas besoin de mettre en place. Si on a des consommations d'occidentaux classiques, c'est quasi impossible d'être autonome. Quelqu'un qui a une pompe à chaleur, un chauffage électrique, un cumulus, etc., il n'y arrivera pas, c'est pas possible. Et donc l'adaptabilité, c'est dire, comme précisément on ne sait pas à quoi ça va ressembler, l'idée c'est plutôt de travailler sa faculté à s'adapter à quelque chose d'inconnu, plutôt que de se dire je vais accumuler énormément de matériel en me disant du coup quoi qu'il arrive j'aurai forcément le matériel qui va bien. Que ce soit pas simplement un lieu de vie pour la famille, mais que ce soit aussi un lieu de vie et un lieu d'autonomie pour aider tous les gens qui sont autour. C'est un peu ça mon rêve. Ouais. Bienvenue dans La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir mon travail et ce podcast et partager ces contenus au plus grand nombre. Je compte sur vous. Bon épisode. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, mais aussi un lieu d'inspiration et de ressources. Aujourd'hui, je vous emmène dans la case de Rémi Richard. Rémi a rénové en famille une maison qu'ils ont souhaité la plus résiliente possible. Énergie, eau, alimentation, assainissement, matériaux, tous les aspects de l'habitat sont pensés pour viser l'autonomie et la durabilité. Sensibles aux enjeux environnementaux et aux crises sociétales actuelles, ils expérimentent ainsi une autre façon d'habiter, où l'apprentissage, la coopération et l'adaptabilité sont au centre de leur approche. Rémi partage comment cette aventure a démarré, comment ils ont choisi leur lieu de vie, et quels travaux ils ont menés sur cette ferme vieille de 200 ans pour la rendre confortable et résiliente. Merci beaucoup à Rémi pour cette belle discussion, je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour Rémi, bienvenue sur La Case Robinson. Salut. Je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. On va parler ensemble de résilience, un terme qu'on entend beaucoup ces derniers temps, notamment en psychologie, où quelqu'un comme Boris Cyrulnik, par exemple, en parle très bien. Mais ici, on va appliquer cette notion de résilience au domaine de l'habitat, puisque c'est un sujet que tu connais bien et qui te passionne depuis de nombreuses années. Et tu as d'ailleurs auto-rénové ta maison, une maison résiliente. Donc tu vas nous détailler ce que ça représente. Et tu en as même fait un ouvrage, La maison résiliente, que voici. Pistes, astuces et partage de savoir-faire pour un habitat autonome. Un guide illustré et détaillé pour appliquer ces principes à son propre projet et que tu as coécrit avec Didier Flippo. Donc on va en parler également. Pour commencer peut-être, quand on parle de résilience, j'ai l'impression qu'on voit parfois deux modèles, deux visions émerger. L'un qui est basé plutôt sur ces notions de coopération, de partage et de pluralité pour faire face aux chocs ou aux traumatismes qui à venir. Et l'autre qui porte plus sur peut-être des notions d'autonomie et de capacité à tout produire soi-même pour être paré à toute éventualité. Quelle est toi ta lecture de ça, de cette résilience? Est-ce que ça tend plus vers l'un ou l'autre de ces modèles, ou finalement c'est complémentaire? Enfin, moi j'ai tendance à préciser un peu plus ces deux termes et en rajouter deux autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance souvent à mettre dans une case ceux qui sont assez inquiets par rapport à ce qui va nous arriver pendant ce siècle. Bon, maintenant, moi je me suis intéressé il y a quelques années, mais enfin, maintenant qu'on a passé les années 2020, on se rend compte que ça y est, les crises, on s'en prend régulièrement. Là, cet été, ça a été le climat, par exemple, mais pas que finalement. Et donc, le premier réflexe, c'est plutôt une sorte de repli sur soi-même, qui est, je pense, un peu instinctif. Et ça, moi, je l'appellerais plus l'autarcie. L'idée, c'est plutôt de se dire, moi, je vais essayer de me débrouiller tout seul, donc il faut que j'arrive à subvenir à tous mes besoins moi-même, sans dépendre de l'extérieur. Alors, je pense que, alors même si j'ai eu une phase un peu comme ça, je pense que c'est pas durable et que de toute façon, la crise, elle ne va pas arriver en un coup, comme parce que souvent certains disent, voilà, ça va être l'effondrement du jour au lendemain. J'ai pas l'impression que ça va ressembler à ça, même si on sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Mais je pense que c'est plutôt quelque chose qui va être progressif avec des paliers, de plus en plus de crises, de plus en plus chaud, de moins en moins d'eau, de plus en plus de crises sociales, etc. Et donc, on doit, je pense, enfin en tout cas, mon réflexe plutôt, c'est de se dire, on va essayer de se préparer plutôt à ça. Et donc, c'est là pour le coup, donc ce serait moins l'autarcie et plus l'autonomie, puisque dans l'autonomie, on a une notion de coopération.
Le problème de l'autonomie, c'est que ça nécessite quand même beaucoup de compétences, souvent un budget assez important. Et comme précisément on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, du coup on est obligé de partir dans tous les sens. Et ça prend beaucoup de temps aussi. Donc c'est là où on peut s'intéresser à la notion de résilience en se disant bon, je vais essayer de tendre vers l'autonomie, mais selon mes besoins, selon mes capacités, toujours avec l'idée de se dire ce que je ne sais pas faire. Parce qu'aujourd'hui, si je ne sais pas faire mes chaussures, je vais les acheter dans un magasin et puis elles sont faites à l'autre bout du monde. Là, l'idée, même si je vais un peu loin, mais l'idée, c'est de se dire, puisque moi, je ne sais pas faire les chaussures et que j'ai pas envie d'apprendre, il faudrait que j'essaie de voir s'il n'y a pas quelqu'un pas loin de chez moi qui pourrait avoir les compétences ou le matériel pour ça. Bon, je parle des chaussures, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Enfin, il y en a plein. Ça peut être, ne serait-ce que pour le maraîchage, quelqu'un qui dit, mais moi, je connais rien, puis ça m'intéresse pas. Bon, dans ce cas, est-ce que je connais des gens qui peuvent m'aider, qui ont les compétences, qui savent faire des graines, etc. Donc ça, ce serait plus la résilience en se disant, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais on va essayer de faire en sorte que petit à petit, on arrive à moins dépendre de notre système. Et puis, il y a une dernière notion, une petite nouvelle pour moi en tout cas, qui est, alors moi je l'appelle adaptabilité. Sur les réseaux, ceux qui font des recherches là-dessus, c'est plutôt le terme de robustesse qu'il faut utiliser. Mais j'aime pas du tout ce terme. Je le trouve pas suffisamment précis. Et donc l'adaptabilité, c'est dire, comme précisément, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. L'idée, c'est plutôt de travailler sa faculté à s'adapter à quelque chose d'inconnu, plutôt que de se dire, je vais accumuler énormément de matériel en me disant, du coup, quoi qu'il arrive, j'aurai forcément le matériel qui va bien. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu nouveau, moi, dans ma tête. Je me rends compte qu'avec l'expérience, effectivement, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait que je travaille le plus. Et peut-être, il y a un moment où tu voulais qu'on parle peut-être d'éducation, et je pense que précisément dans l'éducation, l'adaptabilité, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Au passage, je pense qu'on en reparlera peut-être, mais à chaque fois qu'on part dans une démarche comme ça, je pense que le mieux, c'est d'essayer d'y aller avec motivation et joie en se disant que ça m'intéresse. Ne pas partir dans une démarche comme ça parce qu'on est stressé, on se dit oh là là, il fait trop chaud, il faut que je change d'endroit, machin tout. Bon, mais plutôt de se dire bon, ça tombe bien parce que j'ai envie de voir et de vivre une nouvelle expérience, d'aller dans un endroit que je connais pas, ou etc. Mais il faut avoir des motivations en disant que finalement, quand même, le plus important, c'est d'essayer d'être heureux. Ouais, on va le voir effectivement dans ton approche aussi. Il y a une certaine confiance qui se dégage, je trouve, un certain optimisme aussi, même si le diagnostic initial peut être un petit peu triste, un petit peu pessimiste par rapport à ces questions d'effondrement, etc. L'idée, c'est de réussir à rebondir, et puis c'est finalement ça, la résilience, c'est de réussir à accepter un peu aussi ce qui est, et puis réussir à s'adapter, comme tu le disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Jean-Marc Jancovici, qui disait pessimiste dans l'analyse, mais optimiste dans l'action. Alors c'est peut-être aussi un peu ce que ça reflète, ce que tu viens d'évoquer. Même on peut rajouter, parce qu'on est dans l'action, on devient optimiste aussi. Alors on va développer justement ce que tu as mis en place pour transformer un peu ces réflexions initiales au niveau de ta maison. Peut-être aussi pour revenir un peu en arrière, qu'est-ce qui toi t'a donné envie de travailler sur ce sujet de la résilience et de l'intégrer vraiment dans ton quotidien à travers le projet que tu fais sur ta maison, mais aussi les éléments que tu transmets autour via le livre, via les différentes interventions que tu peux faire. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant, fondateur, qui t'a poussé à te lancer sur ce sujet? Il y a plusieurs choses, mais il y a eu un moment marquant. Mais je pense que la première chose déjà, c'est que je me suis jamais bien senti dans cette société. J'ai milité très jeune pour Greenpeace parce que j'étais assez dégoûté par le système extractiviste, la pollution en général, etc. Donc ça, il y avait déjà une base là-dessus. Et puis en 2004, je tombe sur un texte. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était sur un forum qui expliquait avec précision la dépendance de notre système au pétrole. Et j'avais pas conscience de l'impact que ça pourrait avoir sur notre société s'il augmentait simplement de quelques euros. Et dans ce texte, il donnait beaucoup de précision, et je me suis dit oula, mais c'est vrai que là, on a déjà rien que cet élément-là, c'est une faiblesse énorme. Et ça tombe mal parce que, a priori, alors à l'époque, c'était pas tout à fait les mêmes chiffres qu'aujourd'hui. Il y a des choses qui ont pas mal évolué là-dessus. Faut bien, c'était quand même il y a plus de 20 ans. Euh, mais déjà à l'époque, il disait, a priori, on va pas en avoir pendant très 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 longtemps. Ça. Alors, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Puis après, j'ai un peu déroulé la bobine. Après, j'ai travaillé, j'ai étudié un peu la situation du climat. Puis après,
l'économie, la faiblesse de notre système capitaliste. Et puis, bon, évidemment, forcément, on retombe sur le système extractiviste, etc. Et je me suis dit, bon, première chose, j'ai plus envie de participer à ça, en tout cas le moins possible. Or, à l'époque, je travaillais dans une banque. Moi, j'étais sur le service informatique, hein, j'étais pas non plus derrière un bureau à créer du surendettement, mais voilà. Donc, je me suis dit déjà, bon, ça colle pas trop avec ce que j'ai envie de faire plus tard. Et puis après, bon, j'ai commencé à étudier tout ça. Après, j'ai proposé à ma compagne de changer de projet de vie et de se dire, bon, première étape, déjà, essayer d'avoir le moins d'impact possible et d'essayer de voir est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait pas faire soi-même, sachant que si on le fait soi-même, déjà, bon, par définition, il vient pas de loin, donc déjà, on consomme moins d'énergie. Au passage, souvent, on peut avoir une qualité un peu meilleure. Si on prend les tomates, souvent, quand on les fait soi-même, on se rend compte qu'elles sont quand même largement meilleures que quand on les prend et qu'elles ont traversé la moitié de l'Europe, même si elles sont en bio. Et puis après, il y avait aussi l'aspect économique en disant, si je produis moi-même mon électricité, par exemple, si jamais elle augmente, je suis pas dépendant de ça. Donc ça, c'est déjà, je vais pas être obligé de travailler plus pour pouvoir continuer à payer mon électricité, sachant qu'elle va coûter plus cher. Alors sachant que je pense qu'on reviendra là-dessus, mais la première démarche, c'est de se dire, bon, quels sont vraiment mes besoins, parce que quand on les fait soi-même, c'est du boulot. Hein. Donc on essaie de diminuer ses besoins. Puis après, il y a aussi une autre, je dirais, satisfaction, c'est ce qu'on pourrait appeler une indépendance intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a plus d'indépendance comme ça, on va pouvoir être libéré d'un certain poids, de se dire, j'ai besoin de travailler plus, comme je disais tout à l'heure, mais quel est mon impact à chaque fois que j'achète quelque chose, etc. Et puis de se dire aussi, dans ces idées aussi, de se dire quand un homme politique nous dit, si vous votez pour moi, je baisserai le prix du gaz, ou le prix de l'électricité, ce qu'ils font en permanence. Hein, les élus, ils nous menacent toujours. Enfin, ils utilisent toujours ce sort de chantage. Le pouvoir d'achat. De se dire, moi, je dépends pas de ça. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que la moyenne. Donc, il va falloir que je trouve un courant politique qui va un peu plus loin que de me dire, si vous votez pour moi, vous aurez un pouvoir d'achat plus important. Et donc ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc voilà un peu la démarche. Ouais, donc c'est question aussi d'émancipation quelque part, au-delà de la gestion de son propre habitat et de ses propres besoins, ressources. Avant de développer, peut-être en prenant l'exemple justement de ta maison comme projet, est-ce que tu peux nous décrire un peu quelles sont les grandes thématiques sur lesquelles on travaille, sur lesquelles on peut porter son attention quand on parle d'habitat résilient? Alors, à peu près toutes, finalement. Donc, en gros, aujourd'hui, si on prend un habitat classique, donc quelqu'un qui fait construire une maison dans un lotissement, il est connecté au réseau pour tout et il va en permanence dépendre de l'extérieur. Alors, c'est très logique quand on parle d'électricité, d'eau, etc. Donc, mais c'est quand même un point sur lequel on va venir, mais qui est un point qui est important. Mais il n'y a pas seulement ça. Par exemple, on externalise le stockage de notre alimentation. Quand on a besoin d'alimentation, on va dans une Biocoop, dans un supermarché, qui va nous fournir. Donc, eux, ils font le lien avec les producteurs et puis le stock. Bon, et ben ça, c'est quelque chose qui a disparu de nos bâtiments. C'est-à-dire quand on construit une maison aujourd'hui, il n'y a plus les caves, il n'y a plus tous les systèmes de stockage, qui pourtant étaient primordiales et une pièce très importante dans les habitats jusque dans les années 50. Donc déjà, il y a tout ça à remettre en place. Donc le plus important, c'est l'eau. Je pense que c'est l'eau. Donc, actuellement, on a juste à ouvrir le robinet. Si on paye, on a de l'eau, voilà, qui est d'une qualité discutable. Hein, voilà, l'actualité actuellement, régulièrement, il y a des scandales. Donc, on se rend compte que là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une raison de santé, on peut se dire, puisque j'ai pas trop confiance en l'eau du réseau, je vais la filtrer moi-même. Alors attention, ça coûte cher, et puis ça nécessite des compétences. Alors c'est là aussi, je fais la suite après, mais je voulais aborder un point. Là aussi, dans le bonheur de partir dans cette démarche-là, c'est qu'on va être obligé de rencontrer des gens, d'aller voir des gens qui ont déjà cette expérience ou qui ont déjà ces compétences. Et du coup, en général, on tombe aussi sur des gens qui ont une démarche assez proche, donc on fait des belles rencontres. Et ça nous oblige un peu de sortir du système commercial et d'aller dans des réseaux où on est un peu plus dans le partage, etc. Donc déjà, ne serait-ce que pour cet aspect-là, je trouve que la logique de la résilience, elle est hyper intéressante et hyper satisfaisante. Donc, le premier point, c'est l'eau. À nous de voir en fonction des capacités du lieu, et ça c'est toujours la première démarche quand on achète une maison. Même, le mieux c'est de le faire avant d'acheter la maison, se dire mais quelles sont les ressources de cette maison.
Donc, est-ce qu'il y a un forage? Est-ce qu'il y a un puits? Est-ce qu'il y a déjà une récupération de pluie? Est-ce qu'il y a une source, un lac, etc. Et de se dire, bon, bah, alors, en fonction de ça, sachant qu'à chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients, comment je vais pouvoir utiliser cette eau? Est-ce que j'en ai le droit? Est-ce que je suis prêt à désobéir? Qu'est-ce que je mets comme système de filtration, etc. Mais je pense que le point le plus important, c'est l'eau. Il faut bien avoir en tête que donc avant la grande transformation de notre société qui a eu lieu juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec le remembrement, etc., donc la modernisation du système agricole, en milieu rural, les gens allaient quand même très souvent, sauf ceux qui avaient une source plus haut, en hauteur, ils passaient beaucoup de temps à aller chercher de l'eau dans leurs puits ou dans les endroits où c'était possible de récolter. Et ça, c'est beaucoup d'énergie, c'est fatigant, et précisément, on doit, comme dans l'autonomie, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des priorités à faire, et de se dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de me taper à porter 100 kilos de flotte tous les jours? Voilà, donc ça, je pense que c'est le premier point à travailler, parce qu'il est vital. Après, il y a la partie alimentation, alors ça, c'est peut-être la plus chronophage. Bien avoir en tête que pour une famille, on a fait un peu le calcul, c'est quasiment un plein temps, si on veut être complètement autonome en aliments. Alors, c'est plus compliqué si on est végétarien, c'est plus compliqué si le terrain est loin, etc. Si on est dans un endroit où la terre a été malmenée, c'est un peu plus simple si on est dans un endroit où la biodiversité est encore un peu riche, etc., etc. Mais c'est beaucoup de temps. Donc là, il faut prioriser. Est-ce que pour nous c'est important, ou est-ce que finalement on est dans un secteur où la nourriture est pas si chère, où il y a des circuits courts, etc. Peut-être que je vais passer à d'autres choses. Ensuite, il y a la rénovation globale de la maison, et donc ça passe beaucoup par la partie chauffage, donc la partie isolation. Et première étape, l'isolation. Et puis la deuxième étape, savoir, bon, bah, comment je chauffe cette maison. Est-ce que je profite de ce moyen de chauffage pour pouvoir faire aussi ma cuisine, donc en passant par une cuisinière? Est-ce que je profite de ce système de chauffage pour faire aussi de l'eau chaude, parce que j'en ai besoin pour les douches, etc., etc. Donc ça, c'est un gros point qui coûte très cher, et dans lequel c'est assez compliqué d'arriver à trouver des compétences quand on sort un peu des sentiers battus. Dès qu'on veut des systèmes un peu complexes, le plombier du coin n'a pas toujours l'habitude, et comme de toute façon il y a trop de travail, donc c'est là où ça peut être aussi important de se former. De toute façon, dans tous les domaines que j'indique, soit on le fait faire, soit on se forme. Et donc il y a certains domaines où de se former, ça peut être quand même hyper important. Par exemple, faire ses graines, ça c'est quelque chose que je pense hyper important. Il faut que tout le monde sache comment faire des graines. C'est pas très compliqué, mais il y a 2-3 trucs à faire, à savoir. Comment faire des greffes aussi, ça c'est des choses qui sont importantes. Donc là, c'est des formations qui sont pas désagréables non plus. Et on peut apprendre à déboucher les toilettes, c'est moins sympa qu'apprendre à faire des graines. Voilà. Donc il y a des choix à faire. C'est bien de savoir déboucher ses toilettes aussi. Donc voilà, là, je dirais la troisième partie, c'est la partie chauffage. Après, chauffage et isolation en général. Dans la partie rénovation aussi, on va revenir aussi sur ce que je disais tout à l'heure. Donc la partie cave, s'il n'y a pas de cave, comment faire une cave, comment faire un espace qui permette de... Parce que dans la cave, il y avait deux espaces. Il y a l'espace qui est froid et un peu humide, et puis il y a l'espace qui doit être frais et sec. Et ces deux espaces-là, ils sont pas au même endroit dans la maison, et donc s'ils n'existent pas, il faut les créer. Et puis il y a la partie serre aussi. On sait qu'aujourd'hui, on a un climat qui se dérègle, avec des moments très humides, des moments très chauds, des moments très froids. J'ai l'impression, alors ceux qui sont très forts en permaculture sont un peu moins impactés par ça, mais j'ai quand même l'impression que la nature a un peu de mal à s'adapter. Et donc il y a un espace où on doit un peu décider de ce qui va se passer, même si on n'est pas trop dans le principe de la permaculture pour le coup avec la serre. Mais d'avoir un endroit où on va décider de l'humidité, de la chaleur, etc., ça permet de s'assurer une période de production qui va être plus longue. Et j'en suis un peu au début de ce travail-là, parce que pour l'instant, moi, je ne l'ai pas encore faite. Mais je pense que ce qui est important, c'est de faire une serre avec de l'inertie. Donc pas une serre tunnel à pas cher, ce que j'ai chez moi. Mais ça fait partie des projets futurs, de faire une serre avec de l'inertie. Donc voilà. Et puis après, l'étape suivante, même si on n'est pas forcé de suivre cette chronologie, mais l'étape suivante, ça va être la partie énergie. Donc comment produire son électricité. Donc ça, c'est un gros morceau. La première étape, forcément, c'est d'essayer de savoir quels sont ses besoins, comment les diminuer, comment les adapter. Mais ça aussi, dans tous les domaines, finalement, on peut revenir un peu là-dessus, en se disant, il y a des périodes où on en a beaucoup, comme l'eau par exemple, il y a des périodes où on en a beaucoup, et donc là, c'est pas grave si la consommation est un peu importante. L'énergie électrique, c'est flagrant, en hiver on en a peu,
Et en été, on en a beaucoup plus. Comment est-ce qu'on fait pour dimensionner, utiliser en fonction de tout ça? Donc voilà. Mais avant ça, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais avant ça, j'ai l'impression que la première étape, c'est quand même se dire, moi, qu'est-ce que je suis capable de faire? Où j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes ressources budgétaires aussi? Dans quel domaine je peux me former? Et est-ce que ce projet m'excite? Voilà. Ben, si tu veux bien, on va illustrer tout ça avec peut-être l'exemple du projet que toi tu as mené et que tu mènes toujours. Il me semble que c'est évolutif sur ben, ta propre maison. Est-ce que tu peux peut-être nous la présenter un petit peu dans son état initial quand tu es arrivé sur les lieux, pourquoi tu avais peut-être choisi aussi ce lieu-là, et quelles sont les grandes évolutions, les grandes modifications que tu as intégrées sur les choses dont tu viens de parler, donc sur l'eau, sur peut-être aussi l'assainissement, on n'en a pas parlé, mais sur les systèmes, sur l'énergie, pour essayer de tendre vers cette résilience dont on parle. Alors, la première étape, quand on a décidé de changer notre projet de vie et de partir dans ce projet de vie-là, c'était de se dire à quel endroit. À l'époque, on habitait sur l'île de la Réunion. On s'est rendu compte qu'on n'y arriverait pas, que c'était trop compliqué pour nous et puis trop cher. Donc, on a superposé des cartes avec des paramètres. Bon, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a plus de cartes et puis il y a peut-être encore d'autres paramètres à prendre en compte. Et donc, on voulait un endroit qui soit pas trop pollué, dans lequel le stress hydrique serait peut-être un peu moins important. Il y a des endroits, par exemple là, on a une zone, notamment au sud-ouest, où ils ont des gros problèmes d'eau. Donc on s'est dit, donc on a exclu ces zones-là. Enfin, il y avait tout un tas de critères. Et en fonction de ça, on a défini des zones et on s'est rendu compte que l'endroit là où on s'est installé, donc le Cantal, d'où on venait d'ailleurs au passage. Avant, on était du Cantal. On s'est dit, finalement, dans les zones, il y a aussi le Cantal et ça tombe bien, le Cantal, on connaît déjà, puis on a notre famille qui est là, donc ça va être plus simple. Donc on est parti sur cette zone-là. Et après, on s'est posé la question, rénovation ou construction? Donc, pour résumer, dans une construction, on va forcément être plus efficace. Quelqu'un qui construit une maison paille avec 3 bûches, il a trop chaud dans sa maison. Quelqu'un qui va faire une rénovation de maison en pierre, avec 3 bûches, ça va pas suffire du tout. Ou alors, il faut vraiment qu'il isole énormément. Ou voire qu'il surisole avec éventuellement d'autres problèmes derrière. Donc, on s'est posé cette question-là. Et donc il y a eu d'autres arguments forcément. Et donc finalement l'argument le plus important pour nous, c'était de se dire, bon, si on achète une ferme, on sait que cette ferme-là, il y a 60 ans, surtout une ferme, la nôtre elle a 200 ans, donc on sait que pendant 150 ans, elle était autonome. Et donc il y a un certain nombre de choses qui seront déjà en place, qu'on n'aura pas besoin de mettre en place. Par exemple, le verger. Bon, pas de chance, celle qu'on a achetée, le verger avait été détruit, donc il n'y avait pas le verger. Mais c'est quelqu'un qui part dans une ferme comme ça, il y a des chances qu'il y ait déjà le verger, il y a des chances qu'il y ait déjà le puits ou la source. Il y a en général aussi tous les petits bâtiments qui sont annexes, qui sont extrêmement importants et qui finalement coûtent cher si on doit les construire soi-même, pour le petit élevage, pour le stockage du bois, pour le stockage en général de tout le matériel, la cave dont on a déjà parlé, etc. Donc on s'est dit, bon, on va plutôt partir là-dessus. Bon, il y avait aussi l'amour de la vieille pierre. Et puis encore un autre critère, c'est que je pense que à l'avenir, on aura plus besoin de se protéger du chaud que du froid. Donc c'est déjà ce qu'on pensait à l'époque, mais j'ai l'impression que ça colle à peu près. Aujourd'hui, on se rend compte que la chaleur pose un vrai problème. Et dans les vieilles maisons en pierre, c'est assez facile de maintenir une température basse en été. Alors dans une maison paille, il y a plein de méthodes pour le faire, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Enfin, je dis maison paille, mais les maisons récentes qui sont très bien isolées. Donc on est plutôt parti là-dessus. On en a trouvé une. On a eu beaucoup de chance parce ça collait quasiment par rapport aux critères, par rapport à tout ce qu'on voulait, et on a réussi à l'avoir pas trop cher. Donc on a acheté cette maison en 2007 et on est parti à fond dans la rénovation, sachant qu'en même temps on a fait des enfants et on a aussi créé des entreprises parce qu'on a nos activités professionnelles, ma compagne et moi. Donc ça a été très long. Cette ferme, elle était pas en ruine, mais par terre c'était de la terre. Sur les murs, il y avait rien. Il y avait pas d'électricité, pas d'eau, tout ça. Donc c'est plutôt mieux d'ailleurs parce qu'on n'avait pas trop besoin de casser avant de pouvoir faire ce qu'on voulait faire. Mais ça veut dire qu'il y avait gros boulot. Donc on a commencé par l'isolation. Là, j'étais pas suffisamment bien informé. Je me suis un peu planté. Donc le début, la première partie de la maison est pas suffisamment isolée. Donc j'ai amélioré à chaque fois. Et là, je vais recommencer le début pour améliorer l'isolation.
Ensuite, on est parti sur l'eau. Donc, il y avait un puits, très bien, on est parti sur le puits. Puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que le puits ne suffisait pas. Donc, on a mis une cuve, puis deux, puis trois, puis quatre. Et donc, aujourd'hui, on a mis des très grosses cuves, des cuves de 20 000 litres en béton. Donc là, on a passé l'été sans problème. Donc, on sait qu'on peut aller même plus loin que ce qu'on a vécu cet été. Donc là, on est rassuré. Et ensuite, donc ça, c'était mon domaine, puisque je me suis formé dans les énergies renouvelables. J'ai créé une entreprise dans ce domaine-là. Donc, assez rapidement, on est devenu autonome en électricité. Mais à chaque fois, l'idée, c'était d'un habitat résilient, c'est-à-dire qu'il est connecté dans tous les domaines, pour le tout à l'égo, pour l'électricité, pour l'eau, etc. Mais par contre, on peut basculer très rapidement sur un système autonome. Soit parce que on n'a plus le choix, parce qu'il y a une coupure de courant, par exemple, ça c'est arrivé pas mal cet été. Soit parce que c'est devenu trop cher, soit parce qu'on n'est plus d'accord, par exemple, sur l'électricité. Il y a moyen de se dire, au niveau éthique, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils nous proposent, donc voilà, on se déconnecte. Pour des raisons de qualité, sur l'eau, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, donc en fait, dans tous ces domaines-là, à chaque fois, on a un double système, on a au moins un double système, des fois triple, ce qui est le cas pour l'eau, par exemple, puisqu'on a le puits, la récupération d'eau de puits et le réseau. Et donc, on essaie de faire attention de bien respecter la réglementation pour pas polluer les systèmes et pas mettre en péril le système local. Mais à chaque fois, on va pouvoir choisir finalement notre source. Donc, on a travaillé là-dessus. Très rapidement, on a mis en place notre verger, un peu trop rapidement. Il y a certaines choses qu'on a dû casser parce qu'on n'avait pas pensé à la phytoépuration au début, parce que je connaissais pas ça. Et donc, on a dû refaire des tranchées, refaire des phytos, etc. Et c'est là où, au bout d'un certain temps, je me dis, s'il y avait quelqu'un qui était venu au début pour me donner quelques pistes, ça m'aurait fait gagner du temps. Et donc, aujourd'hui, c'est finalement un peu ce que je propose pour les personnes qui sont dans cette démarche, pour essayer de gagner du temps au tout début de la démarche. Et c'est l'objectif de ce livre aussi, d'essayer de se poser les bonnes questions au tout début de la démarche. Donc voilà. Donc là, on a passé les différents sujets. Peut-être j'en ai oublié. On a travaillé aussi sur le chauffage. Enfin, de toute façon, dans la rénovation, on a tout refait parce qu'il y avait rien, et on a quasiment rien fait faire, à part une dalle et le crépi sur le mur et les portes. Mais sinon, on a tout fait nous-mêmes de A à Z. Et donc aujourd'hui, tu as une autonomie complète ou partielle sur ces sujets d'eau, d'énergie, où finalement, comme tu le dis, tu consommes encore l'eau du réseau, l'énergie du réseau, et tes systèmes sont là en cas de besoin complémentaire ou en cas de problème. J'utilise les deux. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends l'électricité, par exemple, comme j'ai un système de batterie, et qu'un système de batterie, c'est la partie la plus polluante qui s'use le plus des systèmes autonomes, l'idée, c'est de pas l'utiliser. Donc, c'est en place. Si j'en ai besoin, ça se met en route, tout seul d'ailleurs. Mais par contre, je préfère utiliser le réseau. Donc, je suis chez Enercop. Je préfère utiliser Enercop qu'utiliser mes batteries. Alors, au final, comme j'ai beaucoup de panneaux solaires, je consomme rien, quasiment rien chez Enercop. Je paye que l'abonnement quasiment. Mais par contre, j'essaie de pas user mes batteries en faisant des cyclages tous les jours. Donc ça aussi, c'est la résilience. La résilience, c'est faire des tests, ce qu'on appelle des stress tests, c'est-à-dire que je peux très bien me dire, tiens, pendant un mois, je vais me couper du réseau et puis je vais voir comment ça fonctionne. Est-ce que j'en ai assez? Est-ce qu'on arrive à s'adapter? Est-ce que mon système est assez puissant, etc. Mais est-ce que c'est pas dommage d'user un système maintenant alors que le système du réseau, pour l'instant, est encore satisfaisant? Surtout que, comme on a une très faible consommation, ça ne coûte pas cher. Donc voilà. Et ça, c'est dans tous les domaines, c'est ça. Que ce soit la partie eau, etc. Enfin, c'est toujours comme ça. Pour donner peut-être quelques chiffres pour qu'on se représente, sur ces sujets donc d'eau, tu l'as dit, tu as 20 mètres cubes de stockage, c'est ça? Peut-être Alors, plus? même plus en fait, parce que au départ, là aussi, c'est encore de la résilience, c'est-à-dire qu'au début, j'ai mis une cuve de 1000 litres en me disant, là, ça va le faire. Puis j'en ai mis 2, puis 3, puis 4. On est monté jusqu'à 18, donc on avait 18 000, et dont simplement 2000 enterrés, parce qu'il y a aussi le problème, c'est quand on prend des cuves à l'extérieur, je me suis rendu compte, il y a 2 années de suite, où finalement, ils gelaient encore dehors, donc ce qui pose problème avec tout ce qui est tuyauterie extérieure, alors que j'avais déjà besoin d'arroser ma serre au tout début de la saison, parce que nous, on est en altitude. Et donc, je ne pouvais pas, alors que mes cuves étaient pleines, qu'il n'y avait aucun problème, mais parce que les tuyaux risquaient de geler, même une fois, donc ils étaient gelés, donc ça fonctionnait pas. C'est là où je me suis dit, faut absolument que mes cuves soient enterrées. Donc, ça nous a permis de tester avec ces cuves
Sachant que ça aussi, c'est un point très important. Quand on fait un chantier comme ça, sur le long terme et qu'on est plutôt parti dans la résilience, on peut faire beaucoup de récupération. Encore une fois, avec le réseau. Il faut avoir un très gros réseau en disant, moi j'ai besoin d'une porte, j'ai besoin d'une cuve, j'ai besoin d'un raccord. Oh, ça tombe bien, moi j'en ai trouvé à la poubelle, tiens, hop. Et ça aussi, c'est passionnant. C'est pour ça, nous, on a une grange qui est pleine de choses qu'on a récupérées, notamment en déchetterie, et qu'on redistribue en fonction des besoins des uns des autres. Surtout ceux qui sont au début de la démarche. Moi, je me rends compte que ça y est, maintenant, le chantier est plutôt terminé. Il y a des portes dont j'aurais jamais besoin, donc je peux les refiler à quelqu'un. Et donc les cuves, ça a évolué. Je suis arrivé à faire mes calculs. Je me suis dit, bon, à 19, ça passe. Donc maintenant, je vais passer sur un système plus sérieux avec des cuves enterrées en béton, un système de pompage propre, etc. Mais bon, on a quand même gardé les cuves parce que elles sont là et que finalement d'avoir 38 avoir 38 mètres cubes, c'est pas si mal. Donc pour l'instant, en fait, on a les deux systèmes et puis on les fait fonctionner en parallèle. Mais par contre, ce qui est très important, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, alors c'est ce qu'on peut appeler le monitoring, mais c'est en permanence de connaître ses besoins, de savoir ce qu'on consomme. Donc il faut mettre des compteurs un peu partout pour se dire, ok, je sais que ma serre, elle consomme 1 mètre cube en plein été, donc j'ai tant de mètres cubes. On est en plein milieu de la saison, on nous annonce un été caniculaire, il va falloir que je priorise parce que je vais pas avoir assez. Mais pour ça, il faut connaître ses besoins et de se dire, pour ma douche, je consomme tant, etc., etc. Voilà. Et dans ton livre, tu parles aussi de thermomètres qu'on peut mettre un peu partout pour comprendre aussi quelle est la température de l'air, mais aussi la température des parois, pour appréhender plus précisément ces notions de confort dans l'habitat qui sont liées à cette température ressentie. Oui, ça c'était une grosse inquiétude au début. C'est un débat qui n'est pas encore clôturé d'ailleurs. C'est l'inertie d'une maison. On se dit, une grosse maison en pierre, 80 cm d'épaisseur, l'inertie, ça devrait le faire quand même. Eh bien, j'en étais pas complètement sûr parce que j'ai vécu dans une maison comme ça. Je me suis quand même bien caillé quand j'étais gamin. Donc, je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Isolation par l'extérieur, isolation par l'intérieur ou pas d'isolation? Ce qui était le cas de ma maison, pendant ma maison d'enfance. Donc, j'ai mis des thermomètres à plusieurs endroits dans les murs, à l'intérieur du mur, au début du mur, à la fin du mur. Puis j'ai fait un peu des graphiques pour voir ce qui se passait. Et alors, j'en suis arrivé à une première conclusion, c'est que déjà, il faut absolument isoler un mur. Alors, par l'intérieur ou par l'extérieur. Si c'est par l'extérieur, on utilise l'inertie du mur. Et si c'est par l'intérieur, on l'utilise pas. Mais souvent, il y a une dalle de béton, il y a suffisamment d'inertie dans une maison en pierre pour que l'été se passe bien. Donc ça, c'est un peu la question. Et c'est avec Didier, avec qui on a fait le livre. Lui, il est parti dans l'autre démarche. Donc lui, il est parti dans l'idée d'isoler par l'extérieur. Moi, nous par l'intérieur, avec ma compagne, on a pris cette décision. Et alors le constat, c'est que chez Didier, ça fonctionne mieux. Il consomme moins de bois. Alors la maison est un peu plus petite. Et donc d'utiliser l'inertie, c'est plus intéressant. Par contre, alors vous le verrez parce que c'est la couverture du livre, la maison n'a pas le même aspect esthétique extérieur quand c'est une maison avec une isolation par l'extérieur que par l'intérieur. Voilà. Nous, on a gardé la pierre à l'extérieur. Pour nous, c'est important aussi. On vit beaucoup à l'extérieur. On est tout le temps devant notre maison. Et donc voilà, c'est toujours une histoire de priorité. Mais c'est sûr que c'est plus efficace si on fait une bonne isolation par l'extérieur. Sur ces questions d'énergie toujours, tu parlais du solaire, donc tu as du solaire photovoltaïque pour la production d'électricité. Tu as peut-être aussi du solaire thermique pour l'eau chaude. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de surface de capteurs que tu as installés pour et puis aussi en rapport avec le nombre de personnes qui occupent la maison et puis peut-être la superficie aussi de la maison pour qu'on puisse un peu se projeter sur ce que ça peut représenter comme besoin et comme dimensionnement. Alors sur le dimensionnement, donc la première étape, c'est de savoir combien on consomme. C'est là où c'est important aussi d'avoir des wattmètres, de bien surveiller son compteur, etc., pour savoir ce qui se passe. On a besoin de savoir combien on consomme et à quelle puissance. Donc, savoir quel est l'élément le plus consommateur d'une maison. Parce que si jamais on a un broyeur à 5000 watts et qu'on a un onduleur à 3000 watts, ça va pas fonctionner. Donc il y a déjà ces questions-là à se poser. Et puis après savoir jusqu'à combien on peut descendre. Parce qu'en fait, si on a des consommations d'occidentaux classiques, c'est quasi impossible d'être autonome. Quelqu'un qui a une pompe à chaleur, un chauffage électrique, un cumulus, etc., il n'y arrivera pas, c'est pas possible. Par contre, on peut se dire, je sais que j'ai une pompe à chaleur, après c'est discutable, la pompe à chaleur, mais j'ai une pompe à chaleur, je consomme tant, mais j'ai aussi un poêle, et donc si jamais
j'avais plus assez d'électricité. Avec mon poêle, je sais qu'il y a au moins 2-3 pièces que je peux arriver à chauffer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mode dégradé, de se dire jusqu'où je peux descendre. Et à moins qu'on soit très riche, mais c'est quand même toujours un peu un gâchis de matériaux, de se dire, bon, bah, je sais que je peux descendre à 5 kWh par jour, donc je vais partir sur un dimensionnement à 5 kWh par jour, avec, en fonction entre Dunkerque et Narbonne, on va pas calculer de la même façon. Et donc je vais calculer la quantité de batterie nécessaire pour subvenir à mes besoins. Donc moi je suis parti sur sur ce calcul-là au départ, et puis finalement j'ai dû refaire pas mal de toitures. Les panneaux solaires, j'ai fait beaucoup de récup, notamment des fois des panneaux gratuits. Et donc je me suis dit, bon, quand même, plus on va mettre de panneaux, moins on va mettre de batterie, parce que ça veut dire que même les jours où il fait pas très beau, on va avoir une production peut-être suffisante, au moins pour la consommation talon, ce qu'on consomme en permanence. Et donc j'ai mis des panneaux solaires un peu partout, en essayant de garder un peu d'esthétisme, hein. Enfin c'est pas évident. Et donc j'en ai pas mis sur la maison qui avait une toiture Loz, mais j'en ai mis sur les bâtiments annexes. Et puis là je les ai renouvelés parce que j'ai encore eu des occasions d'avoir des panneaux vraiment pas chers. Donc j'ai une production qui est largement excédentaire. Mais c'est là aussi où on peut aborder un point, après on reviendra sur le thermique, mais aborder un point qui me paraît très important pour moi, c'est de se dire si on a une capacité dans un certain domaine de produire plus ou d'apporter, alors ça peut être alimentaire, hein, par exemple quelqu'un qui a un champ et dit bah, je vais faire un gros verger, j'aurai 10 fois trop de pommes, mais finalement c'est pas impossible qu'il y a un moment où il y a des gens du village qui aient plus assez d'argent pour s'acheter des pommes de qualité, bah on s'arrangera et ils auront des pommes. Donc il y a un moment aussi, il faut se dire, comment est-ce que moi je peux aider une société qui va être en stress, qui est déjà en stress, mais qui va être en stress de plus en plus, et comment est-ce que je peux participer, comment je peux aider. Donc moi j'ai la capacité de mettre des panneaux, bah du coup je mets des panneaux. Bon, même si j'ai aussi fait le verger, etc. Mais à chaque fois, je trouve ça intéressant, c'est de se dire, mais comment je vais participer à la société future. Donc voilà, donc on a une installation qui est surdimensionnée et qui, du coup, pourrait aider éventuellement les voisins s'il y avait besoin sur la partie solaire photovoltaïque. Donc en photovoltaïque, je sais même plus combien j'ai en surface, je me rappelle plus, mais on est à peu près 2 fois ce qui est nécessaire pour un foyer de 5 personnes. Et sur la partie thermique c'est un peu plus complexe parce que l'objectif c'était de faire du chauffage basse température. Donc là on doit mettre, donc là j'ai 12 mètres carrés de panneaux thermiques. Donc ça pose problème parce qu'en été, j'ai beaucoup trop d'eau chaude. Donc ça crée une usure prématurée de l'installation. Alors moi j'ai mis un système auto-vidangeable qui permet d'éviter un peu ça, mais pas complètement. Mais pour le coup, avec 2000 litres de stockage d'eau chaude, je pense que on pourrait arriver à fournir au moins 5 ou 6 familles en plein été s'il y avait besoin. En eau chaude. Bon, sachant qu'en plein été, si on prend des douches froides, c'est vraiment pas un problème. Mais bon, voilà. Elle est chaude et ça nous coûte rien. Donc, on pourrait participer dans ce domaine-là s'il fallait. Et après, ce qui est intéressant surtout, c'est que du coup, en chauffage, on va pouvoir, dès qu'il y a du soleil, aujourd'hui par exemple, on a mis en route le plancher chauffant. Donc, on ne consomme pas d'énergie. C'est directement le soleil qui va nous chauffer notre dalle. Oui, pour encaisser, la fraîcheur des matinées ou des soirées, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, tu as encore, enfin, tu parlais d'aujourd'hui, au moment où on enregistre cet épisode ou pas? Parce que là, on est au début septembre, donc il fait encore assez doux, mais il y a peut-être des besoins quand même de chauffage, léger, en matinée et en soirée, c'est ça? Et oui, ce qui se passe en fait, c'est que dans un mur en pierre, donc c'est Mmh. justement avec les thermomètres que j'ai pu voir ça, c'est que cet été, le mur est monté jusqu'à 26 degrés, l'intérieur du mur. Déjà, la semaine dernière, bon, on est à 730 mètres d'altitude, la semaine dernière, il était déjà descendu à 17. Donc ça veut dire que 17, c'est déjà en dessous de la température de confort. Or, le plus souvent, le réflexe, c'est de se dire, à partir du moment où je commence à avoir froid dans ma maison, je mets en route le chauffage. Finalement, c'est quand même une erreur, parce qu'on a déjà pompé les calories qui sont à l'intérieur du mur au moment où on remet en route le chauffage. Donc on doit remettre des calories dans le mur. Bon, nous, il y a une isolation par l'intérieur, mais quand même, il y a des parties qu'on n'a pas isolées exprès pour utiliser l'inertie. Donc en fait, il y a un moment où on a encore de l'énergie solaire, c'est fin août, septembre, octobre. Donc même si on ressent pas encore le froid dans la maison, on va mettre en route uniquement au rez-de-chaussée, hein, parce que c'est là où il y a les murs en pierre. Donc on va mettre en route la dalle plutôt la nuit quand on le fait au mois d'août, mais là c'est carrément tout le temps, puisque de toute façon on a suffisamment d'inertie pour être sûr de ne pas commencer à aspirer les calories qui sont à l'intérieur des murs. Mmh.
Ah oui, c'est intéressant. Donc tu cherches à maintenir finalement une température de paroi, de mur, satisfaisante autour de 18-20 degrés peut-être pour, éviter d'avoir ces notions de paroi froide et après d'avoir une température ressentie qui est inconfortable et qui provoque un surplus de consommation de chauffage, quoi. Tout à fait. Et avec le solaire thermique, c'est gratuit. Donc, allons-y. OK, super intéressant. Je voulais revenir aussi peut-être sur un point sur l'assainissement parce que c'est un sujet, important dans une maison. Qu'est-ce que tu as mis en place? C'est quoi pour toi un assainissement aussi, résilient? Alors, l'assainissement, quand on est dans un village, souvent, pas toujours, hein, mais souvent, il y a un tout à l'égout. Donc, on a obligation de s'y raccorder, on doit payer les frais, puis on a obligation de s'y raccorder. Alors, bon, gros avantage, c'est que ce système fonctionne tout seul, il n'y a pas de maintenance, comme souvent, hein. D'ailleurs, on a externalisé la gestion de nos déchets. Comme je disais tout à l'heure avec le supermarché, c'est exactement la même chose. Donc, tant que tout va bien, bon, c'est formidable. Après, comment est-ce que c'est géré au niveau de la municipalité? Bon, des fois, c'est pas forcément très clean. Puis, alors, normalement, on est censé avoir le droit d'aller voir ce qui se passe, mais il y a des endroits où les communes, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc d'un point de vue écologique, ça peut être discutable. En tout cas, d'un point de vue de la durabilité, c'est souvent très discutable parce que ça nécessite des pompes, ça nécessite de la maintenance, ça nécessite parfois aussi des produits chimiques, etc. Ce qui fait que si il y a un moment où ça devient trop cher ou plus accessible, etc., les gens vont continuer à tirer la chasse d'eau parce que voilà, ils n'ont pas d'autre solution et ça va rapidement se boucher et ça va être catastrophique. Donc c'est pour ça que je pense que c'est bien d'avoir au moins un deuxième système, mais sachant qu'attention, on n'a pas vraiment le droit. Mais l'avantage quand même, c'est quand on a un tout à l'égout, personne ne vérifie si on a une phyto parce que aujourd'hui, c'est complètement débile de s'embêter à faire une phyto-épuration alors que le tout à l'égout n'est pas payant, puisqu'on paye l'eau à l'entrée, mais pas à la sortie. Donc, d'un point de vue de la législation, c'est quand même un peu plus simple. Personne vient voir. Moi, je pense que il y a déjà cet avantage-là par rapport à avoir un système autonome. Il y en a un autre dans le cas de la phytoépuration, c'est qu'une phytoépuration, si elle est bien faite, à la fin, on peut mettre une mare et cette mare peut servir pour l'irrigation. Et précisément, comme on prend aussi des douches au moment où il fait très chaud, sauf que attention, les plantes consomment quand même beaucoup, mais on va quand même avoir un petit peu d'eau en plein été, à un moment où on pourra en avoir pour l'irrigation. Donc c'est vrai que moi, à l'époque où on n'avait pas de gros stockage d'eau, ça nous est arrivé d'aller pomper dans la mare, sachant qu'attention, la mare, bon, peut-être on n'aura pas le temps d'évoquer toute cette partie-là, mais la mare, c'est un booster de biodiversité, donc il faut bien faire bien attention de ne pas la vider complètement, parce que sinon on détruit tout le milieu, et là c'est catastrophique, même si ça revient assez vite, mais c'est quand même dommage. On a besoin d'avoir un écosystème riche quand on a un jardin en permaculture. Donc voilà. Après, il n'y a pas que la phyto, il y a la pédo, il y a les systèmes aussi de fosses septiques. Le plus souvent, quand il n'y a pas d'épandage, bah, il faut que ce soit pompé. Donc on dépend d'une entreprise qui a des pompes extrêmement puissantes et qui doivent gérer derrière ce déchet-là. Donc ça, pour le coup, bah, c'est pas résilient non plus. Mais ça prend de la place. Ceux qui veulent faire une phyto, il y a une législation là-dessus. C'est pas forcément évident, même si ça s'est maintenant plus démocratisé, donc il y a quand même plus de possibilités aujourd'hui de faire une installation. Et c'est pas très très compliqué, mais c'est quand même un budget, c'est du temps et c'est de la modification du terrain. Et il faut avoir aussi du dénivelé, donc c'est pas très simple. Et ça pose aussi la question de la typologie de toilettes, qu'on a dans son habitat parce que la phytoépuration, quand c'est, que des eaux d'hygiène, de cuisine, c'est gérable assez facilement. Quand il y a déjà, le les toilettes, à gérer, c'est différent. Donc il y a aussi cette possibilité de faire des toilettes sèches. Toi, c'est quelque chose que tu as mis en place? C'est quoi ton regard là-dessus? Alors sur les toilettes sèches, moi je suis adepte des toilettes sèches à l'extérieur parce que il faut quand même. On parle beaucoup de toilettes sèches, c'est très à la mode, ça parle d'autonomie, etc. Mais en termes d'autonomie, il y a quand même un problème, c'est qu'il y a quand même un intrant dans les toilettes sèches, c'est la sueur. Donc la sueur, il faut la produire soi-même. Est-ce qu'on peut la produire soi-même? Il y a 15-20 ans, même un peu plus, on va dire, même jusqu'à il y a 10 ans, la sueur, on la récupérait facilement dans les scieries. Aujourd'hui, elle est souvent payante. Ils ont bien compris le truc. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ça. Donc on se retrouve quand même dépendant du scieur du coin. Bon, si on fait son bois soi-même, si on fait de la rénovation, etc., on va en produire de la sueur. Mais ça veut dire qu'il faut la collecter, qu'il faut pas mettre de produits dedans. Et
Et souvent, c'est pas la sueur adaptée. Ce qui est bien, c'est la sueur plutôt de scie circulaire et surtout pas de dégot qui va faire du copeau. Et de tronçonneuse, c'est pas idéal non plus. C'est pas mal, mais c'est pas idéal non plus. Mais l'autre problème, c'est que moi, par exemple, quand je coupe mon bois, c'est du chêne. Et alors le chêne, c'est une catastrophe dans les toilettes sèches. C'est pas du tout, c'est pas aussi efficace que du résineux, par exemple. Donc, donc si c'est pas, alors ça fonctionne quand même, mais c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes d'odeur. Et moi, à l'intérieur, j'ai pas envie. Donc c'est pour ça que on a réutilisé là aussi, hein, comme je disais tout à l'heure, les toilettes qu'on n'a pas, on les a modernisées. Les toilettes qui sont là depuis 200 ans, qui étaient au même endroit, on a réparé la porte et on les a modernisées en mettant un seau en dessous, parce qu'avant ça allait avec la déjection des cochons. Mais c'est dehors. Et finalement, je me rends compte que dehors, ça passe quand même pas trop mal. Ensuite, on avait prévu dès le départ de faire un toilette à lombricompost. Donc ça, pour moi, c'est le grand luxe du toilette sèche. Mais c'est contraignant au moment de la rénovation, parce qu'il faut mettre une cuve en dessous des toilettes. On peut pas toujours faire ça. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de vider la cuve, si ce n'est que il faut le faire tous les 10 ans. Nous, on n'a pas encore eu besoin de le faire. Mais par contre, il faut l'anticiper, donc il faut que ce soit accessible, il faut prévoir les ouvertures dans les clous, etc., pour pouvoir le faire plus tard. Et là, ce qu'on va manipuler, c'est uniquement de la terre. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, le fond de la cuve, c'est de la terre, puisqu'il y a les lombrics qui vont composter. Et je trouve ça plus sympa de déplacer de la terre que de la matière fécale. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je suis plutôt partisan du lombricompost, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de le mettre en place. Donc si on est OK avec le fait de se déplacer dans la maison avec des seaux, bah, très bien, c'est pas le cas de tout le monde. Sur une maison neuve, c'est possible aussi de se dire bah, je vais faire en sorte que le seau soit dehors et les toilettes à l'intérieur. Alors, en isolation, c'est pas évident, mais c'est quand même faisable, avec éventuellement une brouette qui soit directement avec un seau fixé dessus. Il y en a qui ont fait ça c'est très bien. Mais il faut quand même se dire que c'est contraignant. Les toilettes sèches, c'est quand même contraignant. Donc là aussi, il faut voir ses limites. Qu'est-ce que je suis capable d'accepter? Éventuellement faire des tests. Il y a des gîtes qui proposent des toilettes sèches. Vous prenez les vacances dans un gîte avec toilettes sèches, ça permettra de faire le test. Ce que tu partages dans ton livre, et puis là, aujourd'hui, c'est ton retour d'expérience sur la création d'une maison résiliente plutôt au milieu rural, on l'a compris, où voilà, potentiellement on a un peu de terrain pour faire du verger, pour faire de la phytoépuration. On a potentiellement aussi quelques constructions annexes pour faire du stockage, pour travailler aussi, pour pouvoir entretenir aussi cet habitat, ce terrain. Et c'est très bien. Est-ce que un habitat résilient, ça peut aussi s'envisager en milieu urbain? Parce qu'aujourd'hui, on est 8 milliards, peut-être 10 milliards bientôt. C'est peut-être difficile que chacun ait 5000 m² ou 10 000 m² de terrain pour produire un certain nombre de choses soi-même. Comment est-ce que tu vois, quel conseil tu donneras à des personnes qui sont plutôt en milieu urbain et qui veulent quand même essayer de tendre vers une certaine résilience dans leur habitat actuel? Comment ça peut s'appréhender? Là, je sortirais bien mon mot de joker, mais tu me l'as pas donné, donc ça, c'est un sujet délicat. Là aussi, on peut revenir un peu en arrière et se dire comment ils faisaient avant. En fait, c'était quand même possible. Le problème, c'est qu'on a bétonné à fond, et donc il faudrait débétonner, il faudrait réapprendre à produire plus autour des villes. Il y a le mouvement des villes en transition qui font des tests qui sont extrêmement intéressants et qui sont assez probants. Mais à titre individuel, c'est vrai que c'est pas très simple. Alors on peut mettre un panneau ou deux sur son balcon, on a le droit, même si on est locataire, avec réinjecter. Alors ça, en général, on passe pas vraiment sur les systèmes de batterie, mais ça permet déjà de diminuer sa facture. Et ça, on peut le faire une récupération d'eau de pluie, c'est des choses qui sont aussi possibles, mais à petite échelle, c'est quand même pas simple. Et de rendre les villes résilientes, c'est un gros boulot que je maîtrise pas très bien ce sujet. J'avoue. Moi, j'ai beaucoup étudié la partie rurale parce que c'est plus facile déjà, et puis parce que moi, j'ai pas envie j'ai vécu en ville et j'avais pas du tout envie de vivre en ville. Donc on a beaucoup étudié ça avec Didier, avec ma compagne aussi. On a beaucoup étudié cette partie-là et c'est vrai qu'on est assez incompétent. Je suis désolé sur la partie urbaine. Bon, après, il y a quand même des choses qui peuvent se transposer, hein, quand on parle de comprendre ses besoins, travailler sur l'isolation, parce que Bien sûr. en ville, il y a aussi des maisons. Enfin, on peut aussi faire
travailler sur la rénovation et l'isolation de sa maison pour diminuer ses besoins. On peut effectivement mettre quelques panneaux sur la toiture pour compenser une partie de sa consommation d'énergie, récupérer l'eau aussi dans son jardin pour ceux qui ont des extérieurs. Donc, il y a quand même des choses à transposer qui sont intéressantes. Et Oui, mais je pense la partie collective est hyper importante, mais encore plus en ville. Je pense que là, il faut vraiment arriver à savoir qui a quoi, qui a une toiture sur laquelle on pourrait faire un bout de potager, qui a un accès facile à ses gouttières, des choses comme ça. Et puis là, je pense qu'il faut travailler ensemble. De toute façon, la ville, ça se fait, tout se fait ensemble. Donc, ça va être plus par le biais associatif. Des choses. Il y en a énormément, hein, d'ailleurs, hein, les AMAP, c'est aussi là-dessus qu'il faut travailler, je pense. Il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai que je peux pas parler de mon expérience parce que j'ai pas assez travaillé là-dessus. Sur ce sujet, je renvoie à l'épisode qui sort aujourd'hui, là où on enregistre cette conversation, l'épisode avec Philippe Biwix, qui justement parle de la ville de 2050, comment est-ce qu'on pourrait l'appréhender pour qu'elle soit la plus résiliente, la plus soutenable possible. Et ce qu'il indique notamment, c'est de faire avec le déjà là pour retravailler l'existant, rénover, et puis optimiser finalement tous les logements aussi vacants qui existent et qu'on pourrait réutiliser pour beaucoup d'usages. Tu t'intéresses, tu l'as dit aussi en introduction, beaucoup à l'éducation comme pilier de la résilience pour aujourd'hui, mais pour demain, à travers ce qu'on peut transmettre. Tu le fais dans ton livre, tu le fais aussi autour de toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce qu'on peut se l'appliquer peut-être à soi-même, cette éducation un peu permanente par rapport à ces questions de résilience? Et peut-être aussi comment est-ce qu'on peut la transmettre à nos enfants? Alors ça, c'est beaucoup le domaine de ma compagne, une femme, parce qu'elle a beaucoup étudié ça à titre professionnel et c'est une passion aussi, je pense, pour elle. Et donc, on a essayé essayer de réfléchir comment préparer nos enfants, donc on a 3 enfants, au monde de demain, sachant que, je le répète, hein, mais on ne sait pas trop à quoi il va ressembler. Et on avait l'impression que le programme scolaire qui nous était proposé, sachant que ma femme est institutrice, donc elle connaissait quand même bien le programme, n'était pas assez complet sur ce sujet-là. Et donc, au départ, jusqu'à un certain âge, on a fait l'école à la maison, ce qui nous a permis de pouvoir passer le programme plus en condensé le matin et avoir plus de temps l'après-midi pour pouvoir développer d'autres compétences. Ce qui est fait, par exemple, en Scandinavie. Hein. En Scandinavie, ils prennent les matières, je pense, principales. Bon, je sais pas si c'est vraiment les principales, mais les matières traditionnelles le matin, et puis l'après-midi, ils vont développer le côté artistique, le sport, etc. Bon. Donc nous, c'est pas trop en place en France, donc on l'a fait nous-mêmes, hein, toujours cette même démarche de dire, puisque on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut, du coup on le fait nous-mêmes. Bon. Tout en restant toujours dans les clous. L'idée, c'est de pas non plus ni mettre les enfants en péril, ni d'avoir des soucis avec les instances. Donc il y a eu des inspections qui nous ont dit qu'il y avait toujours aucun problème et tout. Mais du coup l'après-midi, on a pu développer d'autres choses. Donc on a essayé de développer surtout la partie manuelle. Euh, et alors quand on a commencé, on ne parlait pas beaucoup d'intelligence artificielle. Moi actuellement c'est une grosse inquiétude pour moi. Je pense que il y a beaucoup de gens qui en parlent, hein, qu'il y a des métiers qui vont disparaître et c'est surtout les métiers qui sont plutôt intellectuels ou surtout ceux qui tapent sur un clavier, en gros, hein, pour résumer, ils vont être facilement remplacés par l'intelligence artificielle. Et donc je pense que d'avoir les compétences informatiques notamment, mais aussi de savoir utiliser son corps et des outils vont permettre plus de flexibilité et du coup de pouvoir mieux s'adapter. Donc ça c'est déjà une première chose qu'on a essayé de proposer à nos enfants. Et puis après, l'idée aussi, donc ça fait partie du rôle du sport, mais il y a plus que ça, c'est de se connaître soi-même, de savoir son corps, comment il fonctionne, d'essayer d'avoir un corps en bonne santé, et donc d'aller beaucoup dans la forêt, de faire beaucoup de randonnées, de balades, d'aller faire des cabanes en permanence, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui ont été, on a beaucoup insisté, mais en même temps, on a appris nos enfants à réparer des ordinateurs, par exemple. Donc on a essayé de travailler un peu dans tous les domaines. Et puis la partie aussi culturelle. Quand on fait l'école à la maison, on a la possibilité de partir hors vacances et donc d'avoir le musée et le guide pour nous tout seuls. Donc ça, c'est formidable. On a passé des heures et des heures à fatiguer le guide parce qu'il avait que 3 enfants, mais qu'est-ce que c'est fatigant.
parce qu'il y avait des milliards de questions. Et ça, c'est une chance aussi de pouvoir en permanence dire bah tiens, il y a un musée à tel endroit, j'y pars. Alors tout le monde peut le faire pendant les vacances, mais c'est vrai que c'est un peu moins confortable. Et il y a moins de possibilités. Donc on a aussi travaillé sur la partie culturelle, avec aussi forcément des cours de musique. Ils sont allés, ils y sont encore aux Éclaireurs de France, qui leur permet de travailler leur sociabilité aussi. Et puis ça rassemble, les Éclaireurs de France, ça rassemble tous ces éléments-là d'ailleurs, parce ils vont apprendre à vivre ensemble, à organiser des choses, à faire à manger, à dormir dehors, à fabriquer des tables, des choses comme ça. Donc je trouve que ça fait partie des associations qui sont les mieux adaptées justement quand on a cet objectif d'essayer d'autonomiser un peu nos enfants. Voilà. Mais en même temps, on a aussi là, ma femme a beaucoup travaillé ça parce que le plus grand vient de partir. Et donc, c'était intéressant de lui apprendre les démarches administratives en disant non, c'est toi qui vas le faire. Donc, on va t'aider, bien sûr, mais il faut pas que tu arrives dans ton IUT avec tous les dossiers remplis par ta maman. C'est pas possible. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est quand même assez souvent le cas. Et donc, l'idée, c'est d'autonomiser partout, dans tous les domaines. Et alors après, développer la créativité. Alors, c'est là où c'est un peu moins évident parce qu'on n'est pas des artistes. Et donc on a essayé de se faire aider de copains qui sont plus artistes pour développer cette partie-là qui est, je pense, très importante. Mais c'est pas notre fort là, pour le coup. Là, pour nous. Donc voilà un peu sur l'éducation, nous ce qu'on a essayé de faire. Et donc un petit exemple, par exemple, je sais plus, il avait 11 ou 12 ans, le plus grand, il a dit bah je voudrais rejoindre une copine là qui est à une journée de marche, mais j'ai pas envie de prendre les chemins, je vais prendre la boussole, je vais y aller tout droit. Bon, il y avait des falaises, tout ça, on s'est dit ouais, c'est quand même un peu chaud. Puis le jour où elle a décidé de partir, il pleuvait. Bon, on s'est dit, allez, on a confiance. Il a l'habitude d'aller dans les bois, il sait utiliser sa boussole et tout ça, il va le faire. Il l'a fait, ça s'est très bien passé. Quand il est revenu, il était transformé un peu comme un rite de passage. Il était plus responsable, il se sentait mieux, il était content d'être allé au bout le bout de son effort. Il a fini dans une rivière, trempé, machin, tout ça, mais on avait mesuré quand même les risques. Hein. Puis on suivait vaguement de loin, enfin, on savait par où il passait tout ça, mais et ça a été une épreuve que finalement, euh, je pense que c'est pas mal de l'initier. C'est-à-dire, on va lui donner la possibilité à un moment d'essayer de se dépasser un peu, autrement que dans un sport encadré, même si c'est très bien hein, d'aller faire des sports un peu extrêmes, mais c'est bien aussi de donner la possibilité à notre enfant de tester ses limites et tout le temps de tester son autonomie. Et j'espère que ça va les aider à être plus flexibles et plus autonomes plus tard. Ouais, d'apprendre par l'expérience aussi pour gagner en confiance en soi, en estime de soi, je pense. Il y a une phrase qui évoque un peu ça dans le livre que j'ai noté, c'est améliorer l'autonomie et la résilience de votre maison n'a guère de sens si elle ne permet pas l'amélioration de votre autonomie et de votre résilience en tant qu'individu. C'est effectivement ce que tu viens de partager. Il y a aussi un gros travail sur soi par rapport à ces questions de résilience qu'on peut aussi mener. Ouais, ouais. Euh, Qui est pas la partie la plus évidente, parce qu'il y a pas mal de hmm. remises en question. Et, puis il y a aussi une mise en danger aussi, donc psychologiquement, mais aussi physiquement. Donc parce on va se retrouver à avoir une activité pas forcément familière, et donc on prend des risques. Et là, il faut faire attention à ça. Et je voulais juste revenir sur un truc, parce que j'ai oublié d'en parler, mais tu parlais d'apprendre en faisant. On se rend compte aujourd'hui avec les études générales, mais même plutôt alternatives, que c'est quand même la meilleure méthode. Donc les méthodes Montessori, Freinet, tout ça. Donc on a évidemment travaillé là-dessus. Et ça, n'importe qui peut s'intéresser un petit peu à ces méthodes et les mettre en place à la maison. En dehors de l'école, c'est quand même quelque chose qui est possible. Maintenant, il y a plein d'écoles qui le font d'ailleurs, même des écoles classiques qui utilisent ces méthodes parce qu'on a l'efficacité maintenant a été prouvée. Merci Rémi pour ce retour d'expérience. Il y a une question que je pose à mes invités, c'est à quoi ressemblerait pour toi ta maison idéale si tout était possible? Alors, c'est peut-être celle que tu as créée, mais du coup, peut-être si vraiment il n'y avait pas de contraintes, pas de limites, qu'est-ce que tu modifierais, qu'est-ce que tu ajouterais à ta maison actuelle? Bon, hormis l'isolation, je suis plutôt assez satisfait du fonctionnement de cette maison. On l'a prévue grande, bon, au départ parce qu'on avait des enfants, mais enfin, on sait tous que les enfants, ça ne reste pas. Bon, ça peut revenir, hein, surtout que nous, on a des garçons, donc ça peut revenir. Mais
mais l'idée aussi, c'est que cette maison puisse accueillir des personnes au moment où ça pourrait être nécessaire. Et donc moi, c'est ça, on l'a fait régulièrement d'accueillir des bouffeurs, on en a encore eu il n'y a pas longtemps, ou accueillir des familles qui veulent tester un peu ce mode de vie. Donc moi, c'est un peu ça qui me plaît, même si on s'est posé la question de partir dans un projet collectif et moi, je me sentais pas trop. Ma compagne non plus, d'ailleurs. On est allé voir, on a eu des retours d'expérience là-dessus. Et pour nous, ça collait pas par rapport à nos besoins. Par contre, ce qu'on fait, c'est que à chaque fois qu'il y a une maison qui est à vendre dans le village, on essaie de voir un peu dans les réseaux des personnes qui partent dans des projets comme ça. Et du coup, il y a déjà plusieurs personnes qui sont installées dans le village avec cette même optique. Et donc, avec qui on peut créer des échanges. Donc, c'est un peu ça, moi, le rêve, c'est de pouvoir utiliser notre four à pain et de le proposer à tous les gens du village qui veulent faire leur pain. Et donc, que ce soit pas simplement un lieu de vie pour la famille, mais que ce soit aussi un lieu de vie et un lieu d'autonomie pour aider tous les gens qui sont autour. Donc moi, c'est un peu ça mon rêve. Moi, j'aimerais que ça puisse aboutir. On commence à en voir un peu les résultats, et c'est parce on a un moulin à farine qui permet de faire la farine. Il est suffisamment dimensionné pour pouvoir le proposer à beaucoup de gens. On a un four à pain qui fonctionne, qu'on a appris. Là aussi, on est allé voir les papis pour qu'ils nous expliquent un peu comment ça fonctionne. Donc, on sait faire fonctionner ce four à pain. Donc, on peut faire du pain pour le village. Et ça, c'est des choses que voilà, j'aimerais bien voir petit à petit et créer du lien à travers ça, quoi, notre expérience. Ouais, pour tisser une communauté autour de effectivement. Ce que tu mentionnes aussi dans ton livre, c'est le surdimensionnement solidaire dont tu parlais un peu tout à l'heure. C'est cette idée effectivement d'avoir, en fonction des ressources et des compétences et puis des possessions de chacun, de pouvoir éventuellement prévoir un peu plus pour que ça puisse servir à d'autres autour de soi. C'est intéressant aussi. Oui, c'est pas la peine de préparer tout ça simplement pour soi, parce que on sait bien, j'en ai déjà parlé, mais on sait bien qu'il va falloir qu'on soit tous ensemble à gérer ces différentes crises. Donc autant essayer de créer le plus de collectifs possible, sachant que nous, on essaie de faire venir des gens qui sont déjà dans cette démarche-là, mais on a aussi l'idée d'aider les autres villageois qui sont pas du tout dans cette démarche, en tout cas pas pour l'instant. Même si régulièrement, ils viennent nous voir en disant, dis donc, t'as fait ça, ça m'intéresse. Est-ce que tu crois que je peux le faire chez moi? Est-ce que tu peux me dire un peu ce que je dois faire? Des choses comme ça. On n'a pas eu trop le temps de l'évoquer, mais tu t'intéresses aussi, et je pense que c'est une pièce importante de la résilience, c'est tout l'aspect low-tech sur la possibilité d'avoir des systèmes peu énergivores qui sont facilement réparables pour augmenter leur durabilité. T'as, t'as un prototype de machine à laver à pédale ou des choses comme ça. C'est intéressant. J'invite les personnes qui veulent en savoir plus aussi à se plonger dans ton livre sur ce sujet. Et aussi peut-être à aller écouter l'épisode avec Corentin de Châtel-Perron qui a mené une expérimentation sur l'habitat low-tech en ville, notamment, qui est très intéressante. C'est l'épisode 26, je crois. Du Je low-tech lab. mettrai du low-tech lab, effectivement. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent en complément de celui que tu as écrit? Alors, peut-être il y a deux choses. La première, c'est la collection Résilience de chez Ulmer. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler, mais quasiment 100%, je dis quasiment, parce qu'il y en a deux, trois avec lesquels j'ai un peu de mal, mais quasiment 100% sont très inspirants. Ils sont en plus très très beaux. Et donc ça peut être intéressant à chaque fois. On veut étudier la mare. Pof, il y a celui sur la mare. Il y a celui sur le photovoltaïque dans lequel j'ai un peu participé d'ailleurs. Et il y en a un qui est génial, c'est comment faire son bois de chauffage sans pétrole. J'adore celui-là. Seul petit inconvénient, c'est que à chaque sortie de ce bouquin, on se retrouve à acheter pour 500 ou 1000 euros de matos parce qu'on dit ah ouais, ça c'est quand même, il me le faudrait ce truc-là, il faut que je l'achète. Donc voilà. Mais sinon, ouais, je pense que c'est la collection à avoir, en tout cas dans les domaines qui nous intéressent. Et puis alors j'en ai déjà parlé si quelqu'un m'a déjà suivi dans des podcasts, mais le bouquin pour moi qui m'a fait le plus avancer ces derniers temps, c'est Le Bug Humain de Sébastien Boller, je crois, et qui permet de comprendre comment notre cerveau fonctionne. Et notamment, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, c'est la partie instinctive.
et la partie, donc c'est la différence entre l'inné et l'acquis, et d'essayer de réfléchir sur nos façons de réagir en fonction de ça. De se dire, est-ce que c'est mon instinct qui décide, qui m'influe sur cette décision, ou est-ce que c'est mon inné, est-ce que c'est vraiment bien pour moi, et donc est-ce que les choix que je fais dans ma vie sont influencés, par quoi je suis influencé, sachant que l'instinct peut avoir une influence qui soit bénéfique, mais pas toujours, et inversement. Et moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement, mais aussi dans notre projet de résilience, finalement, d'essayer de comprendre comment on fonctionne. Donc voilà. Ok, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, puis aussi bien sûr le lien vers ton livre. Sur la collection Résilience, je reçois prochainement 2 auteurs qui ont travaillé sur 2 livres, je crois même un 3e qui va sortir sur cette collection. Elle est juste derrière moi, mais on la voit pas à l'écran. Mais effectivement, c'est une très belle collection des ouvrages qui sont très beaux, très intéressants. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien te remémorer à l'esprit ou partager autour de toi? Les citations, elles me viennent comme ça en fonction, mais j'ai pas de mantra. J'ai un peu de mal avec ça, de me dire il y a un truc que je suis comme ça. Mais non, tu vois, pour une fois, je n'aurais pas. Il y en a une dans ton livre, à la fin du livre, il y en a plusieurs, ouais. Il y en a plusieurs. Il y en a une de Nelson Mandela en conclusion un petit peu, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ah oui. Ouais. Oui. Ben là, il y a beaucoup à apprendre, donc voilà. Mais et c'est vrai que justement, comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal de choses que nous on a ratées au cours de notre rénovation, et résultat, ça nous a aidé notamment pour écrire le bouquin. Donc ça correspond bien à cette citation. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, tes activités? Alors là, je vais faire très prochainement un partenariat avec le site internet Apprendre, Préparer, Survivre, où on va organiser des formations, donc des tutos formation, des lives, etc. Donc c'est possible de le faire de façon un peu dématérialisée avec ce site-là. Par l'intermédiaire aussi du coup de ce site, mais après c'est possible de me contacter par le site nospiedsurterre.fr, sur lequel j'accompagne des personnes qui, au tout début du projet, qui veulent partir dans cette démarche pour essayer de dégrossir un peu, et de façon un peu plus précise sur la partie photovoltaïque, savoir comment dimensionner son installation pour que ça ne coûte pas trop cher, même si attention, ça coûte un peu cher, et qu'on ne soit pas déçu. Très bien, je mettrai aussi tout ça dans les notes. Merci beaucoup Rémi pour ce partage passionnant, inspirant. Et comme je le disais un peu en introduction, même si au premier abord la question de la résilience qui découle d'un diagnostic un peu pessimiste d'effondrement possible ou probable peut faire peur, toi tu l'abordes, je trouve, avec optimisme et puis aussi avec confiance, avec envie. Et on voit que loin du repli sur soi, l'habitat résilient, c'est plutôt une recherche de coopération et notamment aussi à travers le surdimensionnement solidaire là dont on parlait tout à l'heure. Donc merci beaucoup, c'était un grand plaisir de t'avoir sur le podcast et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci de m'avoir invité, et ne pas oublier qu'on a une nouvelle société à construire, parce que l'ancienne elle est décadente et elle n'était pas très égalitaire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.